Nous terminons notre journée, ce forum de la santé et innovation, ici même à Lyon, organisé par la Tribune, par un sujet un peu épineux, le sujet du Ségur de la santé. Ségur de la santé, un an après. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Alors un petit flashback relatif à ce Ségur de la santé. 25 mai dernier débutait le Ségur de la santé qui ambitionnait de déboucher sur un plan massif pour l'hôpital public. La crise du Covid-19 ayant mis en lumière plus que jamais les réalités, les enjeux nouveaux de notre système de santé et de l'hôpital public. 21 juillet, clôture de ce Ségur de la santé avec annonce par Olivier Véran de 33 propositions issues de la concertation qui aura duré au total 6 semaines pour améliorer l'organisation et le fonctionnement, finalement plus généralement, du système de santé. Le président de la République avait ambitionné de changer le système de santé. Olivier Véran a plutôt utilisé le terme d'améliorer le système de santé. Toujours est-il que notre ministre Olivier Véran avait décrété qu'il fallait maintenant que cette ligne, celle du Ségur, puisse vivre pour être concrétisée. Presque un an après, est-ce le cas ? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 intervenants. À mes côtés, Jean-Louis Touraine. Bonsoir, vous êtes médecin et député du Rhône. Et vous venez de vous voir missionné d'ailleurs par le président de la République pour réaliser un rapport sur le médicament en France, dont les principaux enjeux seront la relocalisation en France et l'innovation. À distance avec nous, nous avons le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière, membre fondateur du collectif Interhôpitaux et auteur de l'ouvrage Santé : urgence aux éditions Odile Jacob. Et enfin, à distance également, Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP, président de l'Institut Santé pour refonder notre système de santé et auteur du livre « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» aux éditions Fauve, qui a reçu le Grand Prix BFM Business du meilleur livre éco de l'année 2020. Présentation faite, je vais commencer avec vous, Monsieur Touraine. Le ministre de la Santé avait annoncé des mesures transformantes. Peut-on justement faire un petit point sur vraiment ce qui a transformé aujourd'hui le système de santé suite au Ségur? Il y avait des urgences. Il y avait des urgences qui sont apparues à tous, même si elles étaient déjà perçues par beaucoup à l'intérieur du système de santé, que ce soit dans la médecine de ville, dans la médecine hospitalière et dans toutes les autres formes d'activité. Ces urgences, c'était déjà de redonner une considération à tous les acteurs du système de santé. La santé repose sur la qualité des femmes et des hommes qui y contribuent, que ce soit les infirmières, les médecins, les aides-soignants, tous les personnels qui travaillent à l'hôpital, en EHPAD, dans les cabinets médicaux, toutes ces personnes. Et il y a plus de 150 métiers de santé dans le seul hôpital public. Encore davantage si on inclut ceux qui se réalisent en ville. Tous ces métiers étaient l'objet petit à petit, depuis plus de 20 ans, d'une déconsidération progressive qui se traduisait par moins de respect, mais surtout moins de salaire et moins de qualité de travail. Et ceci devenait préjudiciable, vous le savez très bien, quand un professionnel n'est pas heureux à son travail, la qualité de son travail en pâtit. Et donc les malades, aujourd'hui toujours très bien soignés, mais risquaient demain de l'être moins bien si on ne corrigeait pas cela. Et donc la première des mesures, je crois la plus importante, c'est de revaloriser les salaires de l'ensemble de ceux qui contribuent à la prise en charge de notre santé, parce que c'est déjà une première marque de considération. Ensuite, il faut bien sûr améliorer leurs conditions de travail, et puis il faut aussi investir et reconsidérer l'organisation. Tout ça ne peut pas se faire en un jour. Le système, reconnaissons-le, s'est dégradé en l'espace de 20-25 ans. Ce n'est pas en quelques mois que tout pouvait être corrigé. Il fallait évidemment que très vite un diagnostic soit effectué, mais il fallait que les premières mesures, c'est-à-dire le remerciement, la reconnaissance au personnel qui avait œuvré considérablement lors de la première vague et qui œuvre aujourd'hui encore face à la Covid et aux autres pathologies qu'il faut soigner parallèlement, il fallait que ce personnel soit mieux considéré, et donc il y a eu une revalorisation salariale des infirmières, des aides-soignantes, des médecins,
ceci à un niveau qui les amène dans la moyenne européenne. C'est vous dire que nous étions très en dessous de la moyenne européenne. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, puisqu'en effet, on veut accroître l'attractivité. Ouais. Pour accroître l'attractivité, il faut que les conditions de salaire, mais aussi les conditions d'exercice du métier soient satisfaisantes, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, premier objectif, revalorisation des salaires. Deuxième objectif, c'est ce que fait le plan de relance, avec 19 milliards d'euros, en plus de ce qui est donné pour les salaires, 19 milliards d'euros dans les 10 ans, c'est-à-dire beaucoup plus en 10 ans que ce qui a été accordé pendant les 20 années précédentes. Donc c'est une amplification des moyens, cela comporte une reprise d'une grande partie de la dette hospitalière qui est nécessaire car les hôpitaux ne pouvaient plus investir parce qu'ils payaient leurs dettes. C'est aussi bien évidemment une déconcentration, parfois une timide régionalisation qui va permettre aux acteurs dans chaque région, dans chaque bassin d'activité, de pouvoir s'organiser parce qu'en effet, on a vu dès le début de la crise sanitaire que la bureaucratie, la technocratie, le centralisme qui caractérise notre pays sont un frein considérable à la recherche de solutions lorsque celles-ci sont urgentes. Donc en temps de crise, tout a été résolu par les personnels sur place, en s'organisant localement, cliniques et hôpitaux confondus, se prêtant du matériel ou des médicaments, échangeant des personnels pour faire face à des situations parfois dramatiques. Et donc, ceci a été pris en compte pour que demain, l'organisation pâtisse moins de ce centralisme, de cette bureaucratie, de cette technostructure qui s'était développée sur de nombreuses décennies, mais qui était devenue pléthorique. Et enfin, je dirais que une mission qui a été confiée à notre confrère Olivier Clarisse donne des conditions de travail qui, elles, vont se développer et s'aménager progressivement sur les années à venir avec, par exemple, une revalorisation du service hospitalier, qui est quelque chose à l'échelle humaine, où se côtoient chefs de service, praticiens hospitaliers, infirmières, aides-soignantes, travaillent ensemble et ne sont pas les uns et les autres rattachés à des structures extérieures qui les amènent à ne plus fonctionner comme une équipe soudée. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui se remet en place, qui reprend une inspiration, en définitive, qui existait déjà lors de la réforme de 58. Je rappelle que la réforme de 58, d'ailleurs, qui a vraiment modernisé l'hôpital pour l'époque, et a mis les médecins à temps plein à l'hôpital, a commencé à être réfléchi pendant les dernières années de la guerre. Donc vous voyez, 58, et depuis 44, la réflexion était conduite. Robert Debré a pu faire aboutir cette réforme qu'il a inspirée lorsque son fils Michel Debré était Premier ministre. Il l'a fait après un travail qui s'est étalé de 1944 jusqu'à 1958. Donc ne me demandez pas aujourd'hui que nous ayons toutes les recettes, toutes les réflexions. En quelques mois, en quelques semaines de Ségur. La volonté est là, les moyens sont là, le plan de relance permettra de mettre sur des rails différents et je l'espère de redonner de l'optimisme parce que c'est cela le plus important. Quand on va au travail avec plaisir, qu'on est heureux de ce qu'on y fait, alors tout est gagné. Merci. Merci pour cette introduction. Professeur André Grimaldi, est-ce que vous partagez le constat de Monsieur Touraine? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va pouvoir rendre les professions de santé plus heureuses d'aller travailler suite à ce Ségur de la santé? Je voudrais bien, mais je suis sceptique. Je suis sceptique parce qu'il y a eu un grand espoir lors des déclarations du président de la République. Le président de la République, à plusieurs reprises, notamment à Mulhouse, a dit il y a des biens supérieurs comme la santé qui doivent échapper aux lois du marché. L'État-providence n'est pas une charge, mais une chance. Donc c'était un virage, c'était l'inverse de ce qui a été mis en place depuis effectivement maintenant plus de 20 ans, qui était en gros la santé est un bien, une prestation comme une autre, qui doit être régie par
la logique de la concurrence sur un marché. Alors certes, un marché administré, mais néanmoins dans cette logique-là. Alors la crise a fait vaporiser tout cela, n'est-ce pas? L'objectif de l'ONDAM, calculé en fonction des besoins, des critères budgétaires, et non pas en fonction des besoins de santé. La tarification de l'activité généralisée, qui était faite avec la convergence tarifaire, pour mettre en concurrence les uns avec les autres. Tout ça a volé en éclats avec la pandémie. Hein. Il n'était plus question ni de dépassement d'honoraires, ni de compétition, ni de concurrence, mais de collaboration. En gros, on a vu dans la première vague, on a vu ce qu'était un service public au service du public, avec des gestionnaires au service des soignants. On a inversé ce qui se passait avant. Alors, le Ségur aurait pu, évidemment, pas régler les problèmes. Le Ségur avait un problème à régler, c'était celui, ou au moins partiellement, des salaires. Il faut rappeler les chiffres. En matière de salaire d'infirmières, nous étions en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Avec les mesures du Ségur, nous sommes encore un peu au-dessous de la moyenne de l'OCDE. Enfin, il y a eu un pas de fait. Par contre, sur l'organisation du système de santé, on attendait à ce qu'il y ait un cap fixé qui soit en accord avec les directions du président de la République. Ce n'est pas du tout ça qu'a été l'introduction par Édouard Philippe. L'introduction par Édouard Philippe a été, nous avons fait le bon diagnostic au début du quinquennat, avant la pandémie. Le cap était le bon, il s'agit seulement d'accélérer. Et d'ailleurs, sur des points essentiels qui sont comment est financé l'hôpital et comment il est géré, alors oui, on dit des mots, on dit service, mais ce qui compte, c'est le contenu d'une équipe. Ça reste la structure de gestion, c'est-à-dire des pôles qui sont maintenus, qui reste le pouvoir de décision. Ça reste le directeur qui nomme les chefs de service, les chefs de pôle. Donc on reste dans une logique verticale avec les indicateurs et on en rajoute, puisqu'on veut suivre les anglo-saxons sur le paiement à la qualité, c'est-à-dire sur les indicateurs. Et on va maintenant rentrer dans un autre usine à gaz qui est celle des indicateurs après l'usine à gaz de la tarification d'activité. On a dit, on veut limiter la tarification d'activité, mais qu'est-ce qui sort? Rien du tout. Hein. Donc, moi, je suis en fait inquiet parce que les grandes crises sont l'occasion de bons en avant. Jean Turenne évoquait 58, qui en gros était la prolongation de 45, avec Robert Debré et des jeunes chercheurs, biologistes de l'époque qui ont mis le plein temps et un grand progrès dans l'hôpital. C'est effectivement de cette ampleur-là qu'il faut ça. Mais les grandes crises peuvent aussi pousser des roses, mais aussi peuvent pousser des ronces. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va sortir de cette crise. L'hôpital est en situation de grande crise maintenant que la pandémie dure, morale, de fatigue. Beaucoup n'y croient plus. Beaucoup ne croient plus du tout à un avenir à l'hôpital public. Donc, je suis moi beaucoup plus inquiet. Les mots sont là, mais les mots, ça fait tellement de temps. Alors, par exemple, 19 milliards, très bien, mais c'est sur 10 ans. Ensuite, on dit, on reprend la tiers de la dette. Mais on ne s'interroge pas d'où vient cette dette. Pourquoi les hôpitaux ont une dette? Pourquoi ils ont dû aller emprunter sur des marchés financiers, sur les banques? Parce qu'en 2007, le gouvernement oblige les hôpitaux à aller emprunter. De même que, pourquoi la dette de la pandémie est mise sur le compte de la sécurité sociale, 100 milliards de dettes? Le trou de la Sécu va revenir. Ce n'est pas une dette d'État qui, lui, peut faire rouler la dette. La Sécu devra rembourser. Donc, comment elle fera la Sécu pour rembourser? Comment elle va faire pour rénover le système de santé et rembourser une dette pareille? Donc, on entend d'ailleurs le discours sur comment on va rembourser la dette. Ben, on va la rembourser, certes, en essayant de développer la croissance productive, mais aussi en limitant la dépense publique. Alors ça, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Là, l'ONDAM, c'est ça d'ailleurs. L'ONDAM, il n'est pas discuté par le ministère de la Santé. Le budget de la Santé n'est pas décidé par le ministère de la Santé, il est décidé par Bercy. Est-ce qu'on change ou on ne change pas? La gestion d'entreprise, toutes ces structures, ces pôles, ces départements médico-universitaires, ces groupements hospitaliers de territoire, on maintient ou on ne maintient pas? Bon. Donc tout ça, moi, me laisse beaucoup plus inquiet que l'enthousiasme de
Touraine, mais je suis moins proche du pouvoir que lui. Alors, Monsieur Touraine, je pense, avait un enthousiasme sur certains points, peut-être pas sur tous les points de l'organisation, de la réorganisation du système de santé. On va écouter maintenant l'avis de Frédéric Bizard, qui, je pense, sera sûrement encore différent des vôtres. Frédéric Bizard, quel est donc votre sentiment suite à ce Ségur de la santé et suite aux propos de Monsieur Touraine et de Monsieur Grimaldi? Bien, bonjour Hélène Gâteau, merci de m'avoir invité à la tribune, je crois qu'il organise ce congrès. Bonjour André Grimaldi et Jean-Louis Touraine, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir d'échanger. On n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais de toute façon, il faut arriver à une convergence des points de vue si on veut réussir la grande réforme qui, comme en 1945, doit être sur un consensus national le plus large possible. Alors, bon, il y a deux choses. Il y a le Ségur et puis il y a les leçons de la crise. Je ne vais pas, sauf si vous me posez une question sur la refonte du système, on travaille dessus à l'Institut Santé depuis 3 ans. Donc évidemment, on a quelques idées là-dessus. D'abord, sur le Ségur de la santé, je pense que le principal accomplissement du Ségur de la santé, c'est d'avoir permis à l'hôpital de passer la crise. Crise qui n'est pas finie, loin de là, mais on va dire que l'hôpital a fait le job jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on verra que les résultats sanitaires concernant l'hôpital, comparatifs à d'autres pays, seront plutôt à l'avantage de la France. C'est-à-dire que si vous prenez le nombre d'hospitalisations et la mortalité à l'hôpital, je pense que l'hôpital français s'en sort plutôt bien. Donc ça, c'est la confirmation de ce qu'on savait, mais c'est qu'on a de remarquables professionnels de santé à l'hôpital, pas qu'à l'hôpital, mais notamment à l'hôpital. On a, malgré toutes les difficultés, encore un outil de travail qui est de niveau tout à fait mondial et tout à fait de top niveau. Donc ça a été fait par des mesures principalement quantitatives, des mesures de moyens qui étaient nécessaires pour, encore une fois, sauvegarder suffisamment d'attractivité pour, encore une fois, passer cette crise. Avant cette crise, l'hôpital avait multiplié le nombre de crises et des crises qui s'accroissaient sur le plan de la tension sociale et de la tension économique à l'hôpital. Bon, donc ça, je dirais que de mon point de vue, c'est le principal point positif de ce Ségur, qui avait 2 objectifs, celui-ci et puis un objectif politique qui a été énoncé par M. Touraine, qui était de renvoyer la balle en matière de reconnaissance à ces professionnels de santé pour le travail exceptionnel qui avait été rendu. Encore une fois, pas simplement à l'hôpital, mais notamment beaucoup à l'hôpital. Bon. Alors, ce moyen de sauvegarde de l'hôpital pendant cette période de crise, il aurait été évidemment pu fait de façon un petit peu différente, notamment en recherchant quand même des sources de financement, puisqu'on est sur des dépenses pérennes, mais avec un financement qui n'existe pas à ce jour et qui est financé uniquement à crédit, et donc qui n'est pas viable. Alors vous êtes quand même sur le financement des ressources fondamentales, ça a été dit, qui sont les ressources humaines. Voilà, même en période de crise, je pense que ce travail de réflexion aurait pu être fait. Et probablement d'ailleurs en période de crise, on aurait pu plus facilement trouver les sources de financement que ça va être le cas une fois la crise passée. Mais de quelques 1 milliard d'euros, entre 500 millions et 1 milliard d'euros de déficit récurrent de l'hôpital, on est à ce jour probablement entre 7 à 8 milliards de déficit structurel de l'hôpital. Donc on réenclenche, si vous voulez, un cercle vicieux qui sera extrêmement dangereux pour l'hôpital dans les années à venir. Il y a une autre mesure qui me semble intéressante dans le Ségur de la santé, c'est un petit peu la redynamisation de la formation chez les paramédicaux, où on a vraiment ouvert un certain nombre de postes pour les infirmières et les aides-soignantes. Et ça, on sait qu'on en manque. Au-delà de la perte d'attractivité, on ne va pas mélanger tous les sujets en même temps, mais c'était nécessaire d'augmenter le nombre de postes de formation et ça a été fait. Je pense que c'est une bonne chose. Bon. Alors, sur les leçons du Ségur, là aussi, moi, je suis j'ai une position légèrement différente de celle de Jean-Louis Touraine. C'est que je pense qu'on est en fin de cycle. Ce système de santé qui a été mis en place à la fois
comme l'a dit André Grimaldi en 1945 et en 1958, est totalement en bout de course. Non pas qu'il ait été mauvais, on sait qu'il a été excellent, mais parce qu'il n'est plus adapté à l'environnement, au monde d'aujourd'hui. Il n'est plus adapté à cette triple transition démographique, épidémiologique et technologique. D'accord ? Donc il faut transformer le système, c'est cette réforme systémique qu'il faut faire. Mais on pourra y revenir dessus, je voudrais juste tirer rapidement 3 leçons du Ségur de la santé. 3 leçons que l'on connaissait avant. Le Ségur de la santé n'a fait que, souvent on dit est un accélérateur de transition, mais n'a fait que révéler des dysfonctionnements que l'on connaissait. D'abord, la France n'a pas de politique de santé publique. La France, ça a été dit, mais ne gère pas des besoins de santé, mais gère une offre de professionnels de santé. Le ministère de la Santé, qui est un ministère du soin, gère des professionnels de santé et des hôpitaux et rien d'autre. Donc on s'en est aperçu. Tout d'un coup, on a découvert, alors que là aussi, on a un certain nombre d'organisations, même si vous savez que le système de santé français a été un des meilleurs du monde, mais sur le plan du soin, sur le plan de la santé individuelle, il n'a pas dans sa genèse eu une approche populationnelle comme ont pu l'avoir les systèmes de santé anglais et américains, qui ont bien d'autres difficultés, mais qui ont une capacité beaucoup plus naturelle et beaucoup plus historique à avoir une approche populationnelle. Donc on a vu que cette crise sanitaire, qui en fait correspondait à une crise de la santé, de la population, ne correspondait pas du tout aux repères qu'on avait dans le système de santé. Bon. Et on n'a toujours pas d'ailleurs de politique de santé publique. On a vu que le Ségur de la santé, qui est un Ségur de l'hôpital, on nous a parlé qu'il y aurait peut-être un truc sur la santé publique après, mais enfin bon, puis on va certainement faire un truc en septembre. Mais il n'y a aucune réflexion parce qu'on ne peut pas en avoir, ça a été dit, mais en quelques semaines. Il faut repenser fondamentalement le système en ne partant plus de l'offre de soins, mais en partant des besoins de santé de la population. Ce qui est un paradigme totalement nouveau, et quand vous tirez ce fil-là, vous arrivez à un nouveau modèle complet de la santé. Et c'est ça qu'il faut mettre en place, et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc, forcément, quand vous avez vraiment une crise qui est au cœur de la santé publique, c'est-à-dire de la santé de la population, et pas de la santé individuelle, là, on voit la faiblesse de notre système. Deuxième. Et donc j'espère qu'on va comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on sait bien que le 21e siècle va être source d'abord, si on veut améliorer le modèle actuel, il faut partir des besoins de la population, et on sait que les questions de santé publique, ces déterminants de santé, sont le levier majeur pour réellement aller sur le chemin du progrès en santé. Le deuxième élément, ça a été évoqué, c'est cette suradministration de notre système. Mais enfin, cette suradministration, elle n'est pas arrivée en quelques mois. Elle est juste le fruit d'une volonté des pouvoirs publics depuis, pour faire simple, depuis 1995. Puisque des ordonnances Juppé jusqu'à maintenant, vous pouvez reprendre toutes les lois, en tout cas toutes les lois qui ont concerné la gouvernance du système de santé. Nous n'avons eu qu'une étatisation forcée du système quand elle n'était pas rampante. Bon, il y a eu des lois plus destructrices que d'autres, comme la loi HPST, qui a donné un grand coup de butoir pour accélérer cette étatisation, sans aucune réflexion sur les contre-pouvoirs à donner à l'État. On a, comme ça, un seul chef à l'hôpital, c'est l'administration, un seul chef sur le système de santé, c'est l'État. Il n'y a aucune remise en cause de cette erreur historique qui a démarré en 1995 et qui s'est accélérée en 2010. On pourrait parler d'autres lois, mais moi, je n'entends aucune remise en cause de ça. Et d'ailleurs, dans le Ségur, il y a une chose, je ne vais pas aller très loin, mais on dit en fait, si les ARS sont un échec, finalement, c'est parce qu'ils sont trop loin des territoires. On va renforcer les ARS dans les départements et donc on va investir davantage dans les ARS, pas dans le service public territorial qui nous a tant fait défaut, dans le service public administratif, qui évidemment ne sait gouverner que par des normes et donc qui ne peut que décliner encore plus, désagréger encore plus le système en éloignant les soignants, les professionnels et les patients de la gouvernance et en augmentant les charges administratives. Et le troisième point, votre troisième point, Frédéric Bizard, pour pouvoir avoir un échange avec... Oui.
Non, c'est la déchéance de notre recherche et de notre industrie pharmaceutique. Donc on savait qu'on était sur un toboggan. On l'a effectivement longuement évoqué ce matin dans la table ronde de 11h30 sur la recherche et l'industrie. Je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir participer à toute la table ronde, mais vous pourrez la consommer a posteriori. Elle sera disponible sur les réseaux sociaux, vous pourrez la voir, on a abordé ce sujet-là. Je vais laisser Jean-Louis Touraine répondre peut-être sur les deux derniers points dont parlait justement M. Frédéric Bizard, sur la non prise en considération de la santé publique en France, ce défaut que l'on a, et sur cette suradministration du système. On ne peut qu'être d'accord avec Frédéric Bizard sur ces deux points-là. Totalement, et je suis d'accord avec beaucoup des points qu'il a défendus, Frédéric Bizard, comme d'ailleurs avec aussi beaucoup des points qu'André Grimaldi, dans une philosophie différente, a bien défendu, parce que l'un et l'autre ont bien analysé la situation. C'est tout à fait exact. Une fois qu'on a fait cette constatation, comment trouver une solution? Je crois qu'effectivement, il a raison, ce n'est pas du replâtrage qu'il faut. Là, il fallait, en urgence, sauver un petit peu, donner une bouffée d'air, en fait. Une bouffée d'air à des soignants qui s'étaient mieux comportés que dans beaucoup de pays comparables, qui, par leur dévouement, avaient fait face d'une façon remarquable, mais qui étaient dans des conditions de plus en plus difficiles. Maintenant, avec des moyens du plan de relance, une partie venant de l'Europe, tout ceci va donner des possibilités qui vont pouvoir élaborer des restructurations de notre système. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il nous faut sortir de l'ancien paradigme qui voulait totalement étatiser un système, voulait le contrôler, voulait en limiter d'une façon contraignante les dépenses sans réfléchir aux besoins de la population. Mais il y a déjà des pistes. Nous avons pu introduire dans un PLFSS récent, à ma demande, et sous l'impulsion de la Fédération hospitalière de France, cette notion populationnelle qui permet de prendre en compte les besoins de la santé dans un territoire et de s'adapter à cela. Je ne dis pas que le fait de l'avoir inscrit dans un texte de loi suffit à ce que cela se décline demain. Bien évidemment, il faudrait aller plus loin. Mais déjà, la philosophie est prise. De même que le déficit de prise en compte de la santé publique. Je dirais même le fait que trop souvent en France, la santé se réduise à l'aspect soin, curatif, alors que la santé est infiniment plus vaste. J'avais proposé, et je l'ai à nouveau répété avec le directeur actuel de l'assurance maladie, qu'il pourrait être opportun, pour accompagner cette évolution, que l'assurance maladie, demain, s'appelle l'assurance santé. Car en effet, déjà maintenant, cet organisme finance des actions de dépistage, de prévention et d'autres natures. Et donc il faut le reconnaître et l'encourager. Car la France, par rapport à l'Europe du Nord par exemple, est en retard sur ce plan-là. Sur le plan et de la on sait très bien aussi. que de traiter tardivement des pathologies, en définitive, c'est moins bon pour le malade, avec des moins bons résultats. Et puis, c'est aussi moins bon pour les finances publiques, parce que ça coûte plus cher de soigner une pathologie évoluée que soit de la prévenir, soit de la dépister précocement et de la traiter à ce stade précoce. Donc, il y a évidemment un changement de paradigme évident. De la même façon, il faut sortir, évidemment, mais pas seulement dans les mots, dans les faits, de cette erreur historique d'avoir voulu que l'hôpital public, les établissements privés, tout le monde tarifie à l'activité, en définitive, créant une sorte d'inflation d'actes. Si vous êtes payé au nombre d'actes que vous pratiquez, que vous travaillez dans un hôpital public ou dans une clinique privée, dans les deux cas, les institutions auront tendance à multiplier les actes parfois inutiles, parfois déjà réalisés et qui sont ainsi répétés de façon excessive au détriment du malade, car aucun acte n'a aucun inconvénient pour le malade. Donc il faut évidemment changer tout cela. Donc il y a un vrai changement de paradigme. Mais ce que je veux proposer pour cela, aussi bien d'ailleurs en conformité avec certaines des inquiétudes légitimes d'André Grimaldi
qu'avec les remarques de terminer le cycle actuel pour en refonder un nouveau, exprimé par Frédéric Bizard. Moi, je me dis, nous avons maintenant, avec les mesures prises, peut-être quelques années où on peut tenir comme cela, et notamment grâce à des personnels davantage valorisés et dont le dévouement est toujours exemplaire. Nous pouvons, pendant ce temps-là, refaire ce que les anciens avaient réalisé, c'est-à-dire une vraie réflexion de fond. Effectivement, en partant des besoins des populations et des besoins du XXIe siècle. Évidemment, on n'a plus besoin des mêmes hôpitaux au XXIe et au XXe siècle. Évidemment, il y a beaucoup plus de chirurgie ambulatoire. Évidemment, il y a beaucoup plus de personnes âgées et énormément de maladies chroniques. Mais prévoyons aussi que le XXIe siècle va être le siècle où, après avoir pendant plusieurs décennies transformé des maladies mortelles en maladies chroniques, le meilleur cas c'est le cancer, mais il y a beaucoup d'autres maladies comparables, le sida par exemple, maladie mortelle jusqu'en 95, maladie chronique depuis, avec une longévité normale, mais imposant des traitements quotidiens, un suivi par des médecins, etc. Nous avons fait tout cela pendant ces dernières décennies. Mais bientôt, il va falloir transformer ces maladies chroniques en maladies curables, avec des traitements extrêmement onéreux. Et c'est pourquoi il faut que la France retrouve sa place dans l'innovation, une place qu'elle a perdue depuis 20 ans, dans l'innovation, dans la production de médicaments innovants, et que tout ceci se fasse. Non, les chercheurs sont là. Regardez, qui développe le vaccin Moderna ? Stéphane Bancel, qui a travaillé à Lyon même pendant des années à l'Institut Mérieux, mais qui n'a pu évoluer qu'à Boston. Toute cette dimension qui a de reçu recherche, le prix Nobel. Oui, on en a déjà aussi parlé ce matin. C'est pour ça que je me permets de... Je ne dis plus rien là-dessus. Mais je suis vraiment convaincu qu'une nouvelle impulsion peut être donnée. Et il y a des ressources possibles, des économies. Je vous donne juste 2 exemples. Premièrement, le traitement des insuffisances rénales chroniques. Si on fait un effort pour développer la transplantation rénale, et au lieu d'avoir 20 000 malades en attente sur une liste d'attente, alors qu'on fait moins de 6 000 greffes par an, si on développe les transplantations rénales, eh bien, les malades seront beaucoup plus satisfaits, mais il y aura moins de dialysés, et il se trouve que la transplantation coûte beaucoup moins cher que la dialyse. Donc on fait des économies très substantielles. Pour ça, il faut donner une impulsion. Il faut donner des moyens au service de transplantation et au service de prélèvement d'organes. Deuxième exemple, pour les économies possibles, 30%, tout le monde est d'accord sur ce chiffre, 30% des prescriptions à l'hôpital comme dans le privé ne sont pas pertinentes. Ce sont des prescriptions impertinentes, parfois même au détriment du malade. Ceci doit être petit à petit abrogé. Et le contrôle doit être fait pour que les prescripteurs ne s'éloignent pas excessivement des bonnes règles. Je respecte parfaitement la liberté, j'en ai bénéficié toute ma carrière professionnelle et je l'ai beaucoup apprécié. Mais liberté ne veut pas dire faire des choses qui peuvent être nocives. Ne veut pas dire ne pas se soumettre à une évaluation et à des contrôles. Et donc, on peut très bien réduire un nombre d'actes. C'est très facile. La sécurité sociale peut d'ailleurs faire ce travail. Pourquoi, dans certaines régions, le taux de césarienne est 2 fois plus élevé que dans d'autres? Est-ce que les femmes de certaines régions ont un bassin beaucoup plus étroit que les autres? Non. C'est simplement des habitudes différentes qui ont été prises et des moyens dispendieux qui sont effectués ici ou là. Et vous pouvez prendre presque toutes les pathologies, les opérations sur la colonne vertébrale, beaucoup plus importantes dans certaines villes que dans d'autres. On peut aller analyser cela et savoir si la pertinence est toujours au rendez-vous et inciter, je ne dis pas par la contrainte, ni par des pénalités, mais par un dialogue suffisamment courtois et parfois un peu ferme pour dire « mais attendez mon cher confrère, là vous êtes en train de vous écarter des recommandations de la Haute Autorité de Santé, que vous ayez parfois envie de progresser un petit peu au-delà, on le comprend, mais faire des actes dans des conditions qui ne sont pas recommandées, ça peut être tout à fait dommageable. » Donc vous voyez bien que nous avons la possibilité de développer une santé publique, nous avons la possibilité, j'incite à se développer une santé de prévention, dans laquelle la France est très en retard et il faut rattraper ce retard. Nous avons la possibilité de moderniser nos hôpitaux et la médecine de ville. Parce que les deux sont liés. Ne parlons pas que de l'hôpital
Pourquoi l'hôpital a eu tant de difficultés, par exemple, dans ses services d'urgence? Parce que les médecins installés prennent beaucoup moins de garde que dans le passé. Ils n'y sont plus contraints comme dans le passé. Et donc, les malades, en urgence, n'ont pas d'autre solution que d'aller dans les urgences hospitalières où ils vont parfois attendre 6-8 heures avant de pouvoir être vus par un médecin, ce qui n'est pas un plaisir pour eux, mais ils le font par nécessité parce qu'ils n'ont pas d'autre lieu. C'est la dernière lumière allumée dans beaucoup de villes de France pour la santé, passer une certaine heure. Et donc on voit bien qu'il y a nécessité de développer, bien sûr aussi, une activité en ville et de sortir de cette erreur historique, là, une autre erreur historique qui a été cette introduction de numerus clausus infiniment trop restreint qui a fait qu'il n'y a actuellement pas le nombre de médecins adéquats et qu'il va nous falloir plus de 10 ans pour sortir de cette pénurie médicale. Monsieur Touraine, merci. Je vais passer la parole maintenant à nos camarades qui sont en Zoom, parce que c'est pas évident de prendre la parole quand on est sur écran interposé. Est-ce que, Monsieur Grimaldi... Je peux faire un commentaire? Oui, justement, Monsieur Grimaldi, est-ce que vous... Bien sûr, c'est pour vous. Allez-y. Bon, c'est très bien de dire qu'il faut un changement de paradigme, on n'est plus comme en 45, tout ça est exact. Mais alors, on s'est trompé depuis 20 ans, il faudrait le dire clairement. Sur quoi on s'est trompé? Quel est le diagnostic? Parce que moi, par exemple, et bien d'autres, nous menons cette bataille depuis assez longtemps. Hein. L'idée était qu'à la fin du siècle dernier, est arrivée l'idée que la médecine devient industrielle, le médecin devient un ingénieur, l'hôpital une entreprise. Et on a d'ailleurs changé tous les termes pour dire que l'hôpital doit être géré comme une entreprise. Jean de Carvazoué disait « Le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit. L'hôpital cherche à vendre. » C'était ça le grand tournant. Alors, si on part effectivement des besoins de la population et de l'évolution du système de santé et des progrès médicaux, il faut distinguer 3 types de médecine. Il y a une médecine des maladies aiguës, bénignes et des gestes techniques simples. Une médecine des maladies aiguës graves et des gestes techniques complexes. Et sur ces 2 médecines, nous sommes performants. Jean-Louis Touraine évoquait les greffes d'organes. Il y a en France 6 000 greffes d'organes par an et ça ne pose aucun problème. On manque de donneurs, mais ça ne défraye pas la chronique. On ne parle pas des greffes cardiaques, des greffes du foie, tout ça apparaît comme une routine. C'est quand même une organisation incroyable. D'hélicoptères, d'avions, tout ça arrive en même temps, d'équipes qui font les prélèvements, etc. Donc sur cette médecine-là, nous sommes performants. Et nous le restons, bien que nous déclinons, mais nous le restons. Par contre, il y a la médecine de santé publique qui a été évoquée. Alors, c'est quoi son contenu? Évidemment, la prévention. Mais c'est les maladies chroniques qui sont la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Hein. On prévient le diabète, on prévient ses complications, on prévient la rechute des complications. Et c'est les maladies infectieuses émergentes. Et il se trouve que c'est les raisons pour lesquelles notre système n'est pas adapté aux maladies chroniques. Pas du tout adapté à l'épidémie des maladies chroniques. Il y a 21 millions de personnes en France qui ont une maladie chronique. N'est également, pour les mêmes raisons, pas adapté aux maladies infectieuses. Absence de coordination entre la ville et l'hôpital. Insuffisance du travail en équipe, notamment à l'hôpital. Les médecins de la médecine libérale à l'ancienne, seuls dans leur cabinet, se sont trouvés complètement hors jeu pendant la crise de la pandémie. Ceux qui fonctionnaient, c'est ceux qui étaient en équipe et qui étaient en collaboration avec l'hôpital. Prévention, rôle important pour les maladies chroniques comme pour les maladies infectieuses. Inégalité sociale de santé. Hein. La pandémie a aggravé les inégalités sociales et les a révélées au grand jour. Hein. Le 93, c'est là qu'il y a le plus de morts et c'est là qu'il y a le plus de pauvres. Mais c'est là aussi qu'il y a le plus de diabète, c'est là qu'il y a le plus d'obésité. Et c'est une vraie syndémie. Les 2 épidémies se sont rejointes dans cette histoire. Le mode de financement ne peut pas être le paiement à l'acte, pas plus que la tarification de l'activité. Sauf que ça fait 20 ans qu'on le dit. Et que le Ségur n'a rien changé. Le Ségur n'a pas dit, on a dit au besoin, on fera un peu de dotation couplée à la tarification. Or, il s'agit de dire que la tarification s'est adaptée à la chirurgie ambulatoire, qui est un gros progrès, sur lequel nous sommes performants, et pas du tout adaptée à la maladie chronique. Donc, les discours, maintenant, il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance de la population dans les politiques, mais une perte de confiance des professionnels de santé dans les discours.
Lénifiant, ça fait longtemps qu'on nous dit comme ça des belles phrases, mais qui ne se concrétisent pas du tout. Hein. C'est quand même incroyable qu'avant cette pandémie, il y a eu un vote du budget d'Ondam de 2,1% soumis par le gouvernement. Il a fallu qu'il y ait une démission de 1000 chefs de service responsables d'unité pour qu'il y ait une petite rallonge et que tout ça explose après. Donc là, il y a quand même, il s'agit de faire des autocritiques sérieuses et pas dire tout va dans le bon sens et ma foi tout va bien. Hein, ça fait 20 ans qu'on est à côté. Alors voilà, donc la santé publique c'est une vieille histoire, les inégalités sociales aussi et la prévention aussi, mais il s'agit de faire une vraie analyse et pas de faire croire que ma foi tout va dans le bon sens avec les décisions qui ont été prises. Merci Monsieur Grimaldi. Alors je vais passer la parole à Frédéric Bizard. Le temps passe vite, très très vite. En plus, vous êtes tous les trois bavards, donc ça passe vite. Frédéric Bizard, on vient de toucher du doigt, que ce soit avec Monsieur Touraine ou avec Monsieur Grimaldi. Je pense qu'on a vu tous les différents axes dans lesquels le système de soins français peut s'améliorer. La santé publique, la prévention, la tarification à l'acte à revoir, la territorialisation, j'en passe et d'autres, la médecine chronique que l'on doit plus prendre en charge. Tout cela, comment va-t-on réussir à embrasser tout cela en fait? Comment réussir maintenant à mettre sur la table toutes ces avancées qui sont nécessaires pour le système de santé français? Justement, c'est en se tournant vers les solutions. Je pense que le diagnostic a été dit, redit, il est largement partagé parce qu'il s'impose à tous ceux qui connaissent en tout cas le système, mais en effet, c'est se tourner vers les solutions, ce qu'on fait depuis 3 ans. Donc, je vais vous prendre 3 exemples qui sont le résultat, et parmi d'autres, parce que c'est extrêmement complexe. Si vous ne réfléchissez pas pendant des mois, voire des années avant ce qui a été dit tout à l'heure pour 58, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Donc il faut mettre ça sur la table dès la fin 2021 pour qu'on ait un espoir que le prochain quinquennat prenne bien en compte ces transformations-là. D'abord, juste un point, parce que vous voyez ce qu'a dit M. Touraine, c'est là où il faut... quand on dit... Mais en fait, il y a 30% d'actes redondants, inutiles, machin. Ce qu'on dit depuis des années, ce qui repose sur un sondage. Bon, enfin, il y a des actes redondants, inutiles, bien sûr. Certainement pas, à mon avis, 30% de la valeur, ce qui, quand on connaît ce que ça fait, n'est pas là. Mais c'est pas ça le problème. On prend le problème d'un mauvais côté parce que ça traduit la politique au rabot que l'on met en place depuis des années, c'est-à-dire qu'on dit mais finalement on va réduire les moyens à l'hôpital, en ville et tout ça parce qu'on sait qu'on a du gras. Il y a 30% de gras. Donc continuons, plutôt que de réfléchir à des gains de productivité, à des gains de choses. C'est quoi le problème? Le problème, il est, comme on a fait pour le chômage, c'est de comprendre que tout se passe en amont. Que les économies de l'aval, de la réparation, du curatif, du soin, se font en amont. Mais ce n'est pas des économies nettes, puisqu'il faut investir dans le capital humain. Ce qu'on fait en éducation, ce qu'on fait maintenant dans la formation professionnelle, il faut le faire dans la santé. Donc c'est un grand plan d'investissement dans le capital humain en santé qu'il faut si on veut vraiment arriver à créer de la valeur, c'est-à-dire à maîtriser les dépenses de soins en amont, tout en améliorant le capital santé de façon très sensible. Le but, c'est quand même d'améliorer le bien-être de la population. Ce n'est pas simplement de faire des économies ou d'avoir des comptes à l'équilibre. Donc, si vous rapiécez au rabot les dépenses de santé, vous ne créez aucune valeur pour les individus. Donc, c'est là où, quand on parle de prévention, il faut que toute cette logique soit là. Alors, 3 points rapides. Le premier, réforme de la gouvernance. L'État est partout, mais il n'est pas là où il doit être fort. Il n'est pas là dans la stratégie, il n'est pas là dans voir loin, il n'est pas là dans les choix de santé publique. Il n'y a pas de choix de santé publique. On gère 280 milliards de dépenses de santé sans aucune vision. Donc évidemment, il nous faut un État stratège. Comment on fait un État stratège? On parle beaucoup de missions régaliennes, parce qu'on a vu que la santé, sans santé, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité, et puis on voit même que ça sert à la diplomatie, la santé. Bon. Donc, même si on ne va pas en faire une mission régalienne, il y a une nature régalienne dans la santé. Faisons ce qu'on fait en défense, une grande loi de programmation sanitaire sur 5 ans qui définisse les grandes orientations, à 5 ans les grands choix budgétaires, et qui se traduit chaque année par le vote d'une loi de financement, mais qui fait que ne refléter
que cette vision à 5 ans. Donc cette espèce de livre comptable qu'on appelle le projet de loi de financement de sécurité sociale, il est urgent d'y mettre fin. On ne peut pas avoir comme seul guide un guide comptable pour gérer la santé en France. Il faut sortir la santé, non pas de la sécurité sociale, mais en tout cas de l'approche principalement comptable qu'on a avec les autres risques, qui sont basés sur une gestion avant tout financière, même si de temps en temps il faut faire du systémique aussi dans la retraite, dans les accidents du travail. Deuxième chose, l'approche territoriale, ça veut dire quoi? Pourquoi? Si on veut partir des besoins de santé, il faut en effet partir des territoires, c'est-à-dire de là où vivent les gens. Mais ça fait 25 ans qu'on parle de ça. Mais on n'a toujours pas défini l'ombre d'un territoire. Et d'ailleurs, pour surtout pas donner de poids à une gestion territoriale, on crée plusieurs territoires, sans y mettre de délimitation géographique. On a créé les GHT, on a créé les CPTS, puis on a créé les territoires de permanence de soins, et puis les territoires en psychiatrie, qui ont été les premiers territoires mis en place. Donc comme ça, on est sûr. Demandez à un Français dans la rue, c'est quoi ton territoire de santé? Il vous dit de quoi tu me parles. Il n'y a aucune territorialisation de la santé. On a tout centralisé à l'échelle nationale pour le déconcentrer à l'échelle régionale, avec un seul chef qui décide en haut. Donc, si on veut territorialiser, il faut un seul territoire de santé pour l'ensemble des professionnels de santé, qui soit défini dans la loi, en tout cas c'est ce que nous on pense, mais tout ça doit se débattre évidemment, un peu de façon napoléonienne, c'est-à-dire qu'on a une vraie carte sanitaire des territoires de santé à partir desquels la santé est gérée selon une gouvernance qu'on a proposée. On verra, on sortira le programme définitif en septembre, vous aurez tout ça. Mais pour vous dire, vous voyez, soit on va au bout et soit on le fait vraiment, soit on ne le fait pas. Troisième point. En deux mots, Frédéric, si on veut faire en deux mots, parce qu'il est bientôt 19h, ça va être l'heure du couvre-feu. Si on veut faire de la santé publique, il faut impliquer les collectivités territoriales. Ça, on essaye toujours là de dire c'est l'État, les ARS, et puis on invite les maires quand on a décidé de tout ça, ça ne marche pas. Hein. Les départements, c'est le pivot de tout ce qui est social. La santé publique, c'est beaucoup de social. Et vous parliez des gisements d'économie. Le gisement d'économie principal, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. Si vous arrivez à réduire de 15-20% les inégalités sociales de santé, vous réglez tous les problèmes de déficit. Donc ça ne peut se faire qu'à l'échelle des collectivités territoriales, ce qu'on appelle mettre la santé dans toutes les politiques publiques qui supportent, qui ont un lien avec la santé. Donc ça, c'est tout un travail parce que c'est extrêmement compliqué, on vient de le finir, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'est-ce qu'on décentralise, c'est de savoir exactement qui fait quoi. Et donc ça, il faut le repenser. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, merci pour ce débat très animé où vous étiez chacun voilà, vraiment emporté par votre sujet. Merci beaucoup d'avoir conclu cette journée avec de nombreuses perspectives aussi autour de notre système de santé. On a tous compris en tout cas qu'il y avait un vrai besoin de repenser notre système de santé. Il y a des pistes. Maintenant, il faut vraiment se mettre autour de la table et puis vraiment prendre des décisions concrètes. C'est la fin de ce forum Santé-Innovation. Merci Monsieur Grimaldi, merci Monsieur Bizard, merci Monsieur Touraine d'avoir terminé ce débat avec nous, cette journée avec nous. C'était une journée extrêmement riche, passionnante sur le thème de la santé et de l'innovation que vous pourrez revoir bien sûr sur les réseaux sociaux, sur le site de la Tribune et sur YouTube. Je tenais à remercier bien sûr la Tribune d'avoir organisé cette 3e édition du Forum Santé-Innovation. Y croire ensemble, je pense que nous avons tenu notre promesse. Merci au Musée des Confluences de nous avoir accueillis. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette journée. J'ai eu des chiffres assez exceptionnels du nombre de personnes qui ont suivi. On était à plus de 14 000 connexions ce matin. J'ai eu le dernier chiffre autour de 10 000 connexions dans l'après-midi. C'est formidable. Merci à tous nos partenaires également. Je les cite, les HCL, les Hospices Civils Lyonnais, Sanofi Pasteur, l'Institut Mérieux, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson Medical Devices France, Viatris, la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr la région. Merci à tous pour votre attention et bien je vous dis à une prochaine pour un nouveau Forum Santé Innovation ici à Lyon.